et différents traitements qui ont vu des progrès dans ce domaine-là, la prise en charge de l'œdème maculaire a beaucoup évolué. Une bonne analyse des mécanismes causant cet œdème grâce à la tomographie en cohérence optique et à l'angiographie à la fluorescie a permis aujourd'hui de proposer un traitement plus adapté, le plus souvent qui associe plusieurs modalités thérapeutiques. Alors cet œdème, il concerne une partie particulière de la rétine, la macula. Elle est particulière par sa localisation, une localisation centrale. Elle représente le centre de fixation de l'œil, spécialisée pour la vision centrale, c'est-à-dire la vision fine des détails et des couleurs. Elle est aussi particulière par sa surface. Elle ne représente que 2 à 3% de la surface rétinienne, mais elle permet de véhiculer au cerveau plus de 90% de l'information visuelle. Son intégrité est essentielle pour lire, écrire et encore de connaître un visage sans difficulté. Anatomiquement, on va un peu étudier cette macula qui représente le centre de la rétine, qui contient des pigments glandophiles et de nombreuses couches de cellules ganglionnaires qui servent à véhiculer l'information visuelle. Présente un diamètre de 5 mm et demi. Microscopiquement, elle est représentée par une dépression appelée la fovea. Au centre de celle-ci, on retrouve la foveola, entourée par une zone parafoveolaire. C'est une zone la plus importante, elle contient plusieurs couches ganglionnaires plexiformes et nucléaires. Le tout est entouré par la périfoveole. Si on définit cet œdème-là, on va dire que c'est un épaississement rétinien maculaire dû à l'accumulation de liquide et protéines dans ce tissu rétinien. Ce n'est pas une pathologie spécifique d'une maladie oculaire. Au-delà, il est retrouvé dans de grandes variétés de situations, à savoir le diabète, les occlusions veineuses, en post-traumatisme, en post-cardioïde, en post-chirurgie aussi, réalisant le syndrome d'Erving-Gass, et dans certains cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors pour bien comprendre les œdèmes maculaires, il faut très bien maîtriser la physiopathologie. L'œdème maculaire est secondaire à 2 dysfonctionnements. Le premier dysfonctionnement, c'est la barrière hématorétinienne interne, qui est représentée par les cellules endothéliales, les cellules endothéliales des vaisseaux rétiniens, bien sûr. Ces cellules sont agencées entre elles et soudées par des protéines appelées zonula occludes, qui jouent un rôle important pour la genèse de cet œdème-là. On va le voir juste après. La deuxième rupture, c'est la rupture de la barrière hématorétinienne externe, représentée par le pôle apical des cellules de l'épithélium pigmentaire. Pour mieux comprendre ça, l'exemple le plus complet, c'est l'œdème maculaire diabétique. La plaque nous présente les 2 effractions, c'est-à-dire le dysfonctionnement de la barrière hématorétinienne interne et la barrière hématorétinienne externe. La barrière hématorétinienne interne, le plus grand rôle est joué par les VEGF, qui vont se souder à un récepteur VEGF bref, qui va provoquer la distribution d'une enzyme protéine kinase, qui va dissoudre cette protéine zonula occludes, et par la fois détruire cette barrière hématorétinienne interne. La deuxième partie, c'est l'effraction de la barrière hématorétinienne externe. Le tout va jouer un rôle important à la collection de liquides et de protéines et de lipides au sein de cette rétine. Concernant le diagnostic, généralement le patient se présente aux urgences et signale une baisse d'acuité visuelle. Cette baisse d'acuité visuelle est tellement importante, et d'autant importante que l'épaisseur rétinienne est importante. Il signale aussi d'autres symptômes qui sont plus rares, savoir un syndrome maculaire. On note une micropsie, une métamorphopsie ou parfois un scotome central. Ces signes peuvent être unilatérales ou bilatérales selon bien sûr l'étiologie de cette œdème maculaire. Le diagnostic peut être posé cliniquement grâce à une lampe à fente et un verre à 3 miroirs. On réalise le fond d'œil. On va remarquer que le reflet foveolaire normalement retrouvé ici va disparaître. Et grâce à la lampe à fonte, on va exercer une fonte fine qui va
confirmer l'œdème maculaire grâce à un bombement de la ligne de profil antérieur. Alors les examens complémentaires ont leur place dans cette pathologie, à savoir l'angiographie à la pleurétie, qui permet de visualiser bien sûr l'accumulation de cette pleurétie-là, secondaire à la rupture de la barrière hémato-rétinienne. Il permet aussi de guider le diagnostic étiologique et déterminer le type d'œdème maculaire, soit qu'il est focal ou diffus. On voit très bien les images à l'angiographie à la pleurétie. On a des clichés ici en temps précoce qui permet de voir une altération des pigments xanthophiles normalement présents au niveau de la macula. Au cliché tardif, ça va permettre de confirmer le diagnostic en visualisant l'accumulation de colorants de pleurétie dans ces logettes-là centrales. Deuxième examen complémentaire à demander au cours d'un œdème maculaire, un œdème maculaire, c'est bien sûr la tomographie par correction optique. Cet examen-là permet une analyse qualitative et quantitative de l'œdème maculaire. Il permet de démontrer les modifications structurelles de la rétine. Il permet aussi de mesurer l'épaisseur rétinienne, en particulier au niveau de la macula. C'est un critère très important, surtout pour le suivi d'un œdème maculaire. Il permet aussi de déceler les anomalies de l'interface vitrio-foveolaire. On voit ici une image d'une OCT et les différentes modifications structurelles intrarétiniennes, à savoir des logesses cystoïdes qui sont représentées hyperréflectivement ici, des ponts hyperréflectifs qui soudent les deux logettes cystoïdes, l'augmentation de l'épaisseur maculaire et bien sûr la perte de la dépression foveolaire. Pour résumer un peu la situation, au cours d'un œdème maculaire, le diagnostic est clinique. Il peut se faire grâce à un simple fond d'œil. L'angiographie a sa place pour permettre de guider le diagnostic étiologique et l'OCT est surtout utilisé pour la surveillance en post-traitement. Alors, les étiologies des œdèmes maculaires sont très nombreuses, très variées. S'il n'est pas la question de détailler l'ensemble des étiologies, on va citer les plus fréquentes, savoir les causes inflammatoires comme les uveites postérieures ou le syndrome d'Ervingas en post-chirurgie de cataracte le plus souvent. Les causes vasculaires, à savoir une rétinopathie diabétique, une occlusion veineuse ou une hypertension artérielle qui peuvent engendrer un œdème maculaire. Des causes dégénératives comme dans la pathologie de rétinoschisis liée à X ou le syndrome de Goldenfarb, mais aussi dans les rétinopathies pigmentaires. Mais même des causes toxiques lors de la manipulation de prostaglandine et le traitement du diabète gestational. Alors en 2016, M. Cohen et Godric ont permis d'élaborer une classification. C'est une nouvelle classification de l'œdème maculaire. Ils ont scindé les œdèmes maculaires en 3 types, selon la rupture de la barrière hémato-rétinienne et selon qu'il y a ou pas une diffusion de l'angiographie à la pleurétie. Ils ont scindé des étiologies en 3 groupes, les œdèmes maculaires angiogéniques avec rupture de la barrière, les œdèmes maculaires non angiogéniques sans rupture de la barrière et sans diffusion, et les œdèmes maculaires mixtes à la fois angiogéniques et non angiogéniques. Concernant le traitement de cet œdème maculaire, on revient un peu à la plaque de la physiopathologie et on remarque que tout ce qui est en rouge, ce sont les différentes modalités thérapeutiques de l'œdème maculaire. Et le plus important, c'est tout ce qui occupe la première place, c'est bien sûr le systemic factor control. La régulation des facteurs de risque occupe une place importante au cours de la prise en charge d'un œdème maculaire. On a aussi d'autres modalités, à savoir les corticoïdes par voie locale, les fameuses anti-VEGR qui ont un peu révolutionné la prise en charge des œdèmes maculaires. Au dernier recours, le traitement chirurgical, la vitrectomie. Si on s'intéresse un peu plus à ces facteurs de risque, on trouve que M. Ducker, en 2016, il a scindé aussi ces facteurs de risque en 2 groupes. Les facteurs de risque qui concernent les œdèmes maculaires angiogéniques,
à savoir le diabète, l'épinéphrine, les uveites, l'hervingas, la prostaglandine ou la chirurgie. Et les facteurs de risque qui concernent les œdèmes maculaires non angiogéniques, qui sont les rétinoschisis juvéniles, le syndrome de Goldenfarb ou aussi la phototoxicité. Pour mieux comprendre l'importance de la gestion des facteurs de risque au cours de la gestion d'un œdème maculaire, je vais partager avec vous 2 cas cliniques traités au sein de notre service. Le premier, c'est un homme de 42 ans, surmuet, diabétique depuis 5 ans, qui avait un diabète non suivi, non documenté, et avec un taux d'hémoglobine glyquée à 9 lors de la consultation aux urgences. Il signalait une baisse importante de l'acuité visuelle rapidement progressive de l'œil droit. À l'examen ophtalmologique, on chiffre son acuité visuelle a été effondrée à 1/10, un segment antérieur tout à fait normal, un tonus oculaire normal. Et au fond d'œil, on décèle les signes d'une occlusion d'une branche veineuse rétinienne, qui était la temporelle inférieure, avec des signes d'épaississement maculaire, avec un œil du gauche qui est tout à fait normal dans tous ses paramètres. On décide de réaliser bien sûr l'angiographie qui confirme l'occlusion de la branche temporale inférieure. Et à l'OCT, on décèle un œdème maculaire tellement que l'épaisseur de l'épaisseur de la rétine engendrée par cet œdème était importante que l'OCT n'a pas chiffré cette épaisseur-là. Alors la problématique, bien sûr, quelle va être notre prise en charge? Depuis l'événement des anti-VEGF et les injections intravétriennes, les ophtalmos ont tendance à les dompter vers les injections, alors que c'est faux. Il faut tout d'abord équilibrer les facteurs de risque. On a tout d'abord lancé un bilan exhaustif concernant cette pathologie qui est l'occlusion veineuse. Et grâce aux amis cardiologues, on a diagnostiqué une hypertension artérielle avec des chiffres à la MAPA à 170, 110 mmHg. Après 3 mois de rééquilibre des facteurs de risque, à savoir le diabète et l'hypertension artérielle, on revoit le patient 3 mois plus tard. Il présente une amélioration de l'acuité visuelle qui est passée à 1/10 à 5/10. Et bien sûr, une épaisseur rétinienne qui a chuté. Elle était non chiffrée auparavant et elle est à 224 maintenant. Le deuxième cas clinique concernait une jeune fille de 15 ans, hospitalisée au service de néphro à l'hôpital central de l'armée. C'est une patiente qui avait un énorme tableau comme antécédent, des otites à répétition, une glomérulonéphrie de Wegener sous corticothérapie, des infections à répétition à CMV virus, une insuffisance rénale rapidement progressive sous double immunosuppresseur, une hypertension artérielle secondaire et sans antécédent ophtalmologique. Alors la patiente, le médecin traitant de cette patiente nous a sollicité pour un avis. La jeune fille présentait des flous visuels, qui signalaient au réveil des flous visuels. On a essayé de voir de plus près cette patiente-là. On a chiffré son acuité visuelle et son acuité était très effondrée à 1/20 aux 2 yeux, avec un segment antérieur normal, un tonus oculaire normal, et au fond d'œil quelques taches d'hémorragie rétinienne. On décide bien sûr de pratiquer l'OCT, et là on est devant un œdème maculaire bilatéral très important, avec une perte de la dépression fovéolaire et une épaisseur rétinienne à 670 mm. Alors là aussi on est devant la problématique, quelle va être la méthode de prise en charge. On a pu éviter les anti-VEGF dès le départ, suite au risque infectieux qui présente la patiente, et suite aussi aux raretés des œdèmes maculaires chez les enfants, absence d'études avérées des injections anti-VEGF. On a tout d'abord rééquilibré les facteurs de risque. C'était un travail multidisciplinaire. Nous, l'équipe de la pédiatrie, l'équipe de la cardio, mais aussi l'équipe de la néphrologie, ont régulé tous les facteurs de risque, à savoir l'hypertension artérielle, le dysfonctionnement rénal et la vascularite. On a revu la patiente 3 mois plus tard
et son acuité visuelle, sans aucun traitement bien sûr pharmacologique, rien qu'à l'équilibre des facteurs de risque, a grimpé de 1/20 à 8/10 au bout de 3 mois. On constate à l'OCT l'affaissement de cette macula-là et la presque disparition de l'œdème maculaire, persiste juste une ligne ici, au niveau de l'épithélium, entre l'épithélium pigmentaire et la membrane de Brugge, avec une épaisseur qui est passée de 600 à 245. Là encore, on a décidé de continuer la même prise en charge en n'injectant pas la patiente. On a revu la patiente 3 mois plus tard, c'est-à-dire 6 mois après sa première consultation, et l'acuité visuelle a repris, est passée de 1/20 lors de la première consultation à 10/10 lors de la dernière consultation, 6 mois plus tard. Et bien sûr, l'œdème maculaire a tout à fait disparu. Pour terminer, je vais vous dire qu'au cours de ces dernières décennies, la mise en évidence de l'efficacité des anti-VEGF et des corticoïdes par voie intravétrienne a révolutionné la prise en charge des œdèmes maculaires et a permis d'établir de nouvelles arts décisionnelles pour la prise en charge. Mais pourtant, les fondamentaux persistent et ne doivent pas être oubliés. Il est impérativement indispensable d'équilibrer au mieux un diabète ou une hypertension artérielle. Et concernant les maladies systémiques qui se compliquent de l'œdème maculaire, il faut impérativement prendre en charge en premier ces maladies causales. Merci.